Binge Audio présente Bienvenue dans Rappelle-toi demain, un podcast d'un genre nouveau qui nous initie à l'archéologie. Cette émission veut aborder de manière accessible les grandes questions de société, les cultures, le territoire, la santé, l'organisation sociale, la construction de la mémoire collective. D'où venons-nous ? Qui est l'autre ? Qu'est-ce que l'humain ? Autant de questions que le passé éclaire et que l'archéologie reconstitue. Je m'appelle Rosane Le Carboulec et vous écoutez le 8e épisode de Rappelle-toi demain qui portera sur l'archéologie forensique, soit l'archéologie sur des scènes de crime. Saviez-vous que depuis quelques années, des archéologues interviennent sur des scènes de crime ? L'apport des archéologues aux enquêtes judiciaires, bien que très riche et prometteur, est encore méconnu. Leur technique, leur méthodologie précise, leur démarche scientifique font d'eux des enquêteurs hors pair. Sur des scènes de crime, ils renouent même avec le cœur de leur métier. Reconstituer un récit à partir de fragments est leur lot quotidien. Alors, en quoi leur aide peut être précieuse sur le terrain ? En quoi consistent leurs interventions sur les scènes de crime ? Quelle est la nature des recherches effectuées ? Quelle est la complémentarité entre un archéologue, un médecin légiste, un policier ou un gendarme, par exemple ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Patrice Georges, archéo-anthropologue à l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP. Il est expert auprès des tribunaux et de la Cour pénale internationale et intervient en formation auprès de gendarmes, policiers et militaires. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors, d'abord, question assez générale, est-ce que je peux vous demander ce qu'est l'archéologie forensique ? Alors, l'archéologie forensique, c'est l'utilisation des moyens, des méthodes, des connaissances de l'archéologie dans un cadre légal. Alors, en fait, c'est tout simplement l'application des méthodes et des outils des archéologues dans le cadre d'une affaire judiciaire. C'est une définition qui diffère selon les pays, parce que tout le monde n'a pas la même idée de l'archéologie et de ce qu'elle peut apporter dans un cadre légal. Par exemple, si vous prenez les pays de l'Est, ils vont intégrer dans ces définitions des choses qui nous sembleraient être plutôt de l'archéologie, tout ce qui est crime lié au passé communiste de ces pays-là. Nous, ça serait plutôt des choses qui seraient considérées comme des affaires d'archéologues et dans une problématique historique. Eux, ça rentre dans le cadre de l'archéologie forensique. Alors, il y en a qui appellent ça l'archéologie médico-légale. Vous, pas forcément. Pourquoi ? Alors moi, j'ai essayé d'imposer le terme archéologie forensique pour une raison très simple. C'est que les connaissances et les moyens de l'archéologie, en fait, elles s'appliquent évidemment essentiellement dans la recherche et la fouille de corps enfouis. Quand on a des victimes qui ont disparu et qu'on les recherche, évidemment, là, les archéologues ont leur rôle à jouer. Mais moi, l'idée, c'est de montrer que ces techniques et ces méthodes et les moyens qu'on utilise peuvent être appliqués dans tous les cas où on recherche des choses qui sont enterrées dans le cadre d'une affaire judiciaire. Alors évidemment, ça peut être les caches d'armes, d'où vous l'avez dit, d'où le travail avec les militaires, mais ça peut être aussi le butin d'un vol de banque, ça peut être... Alors ce dont je vous parle là, c'est des choses qui sont avérées, qui ont été déjà appliquées en France. Mais évidemment, quand on parle d'archéologie forensique, tout le monde pense aux affaires les plus médiatiques, à savoir celles où on recherche des corps de gens qui ont disparu et qu'on présume avoir été tués et enterrés dans un endroit. Et depuis quand les archéologues sont appelés comme ça sur des scènes de crime ? Alors la question, elle est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît parce que il y a eu des tentatives. Alors ça dépend où. Si on parle de la France, c'est quand même assez récent. Si on parle des États-Unis, des pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui se fait depuis quelques décennies, sans que on puisse en faire tout à fait l'histoire, puisqu'il y a eu plein de petites interventions éparses. Mais on peut dire, en fait, dans les dates qui pourraient être importantes, on peut dire qu'en 2004, vous avez la Société américaine d'archéologie qui fait son premier symposium sur l'application des techniques de l'archéologie sur la scène de crime. Donc ça, c'est une date importante. 2004, c'est pas anodin, on est quelques années après le 11 septembre. Et vous verrez aussi là que l'archéologue forensique, notamment sur les Twin Towers, il avait un rôle, alors évidemment de reconnaissance des restes humains, mais aussi de mettre en application les techniques de l'archéologie, mais des chantiers. C'est-à-dire que nous, en archéologie préventive, la plupart du temps, on est avec des engins mécaniques, on est avec des outils et des engins qui sont ceux des bâtiments et travaux publics. Et donc du coup, on arrive à être un peu une sorte de chef de chantier scientifique. C'est-à-dire qu'on met en œuvre des moyens qui existent par ailleurs dans le monde des travaux publics et on l'applique à l'archéologie. Et donc 2004, c'est une date importante pour les Américains.
Et nous, en France, on peut estimer aussi que le début des années 2000 marque un tournant, puisqu'on a des collègues de Marseille, par exemple, qui sortent un article dans une revue de médecine légale, qui disent que voilà, c'est important d'avoir des gens formés à l'archéologie et à la reconnaissance des ossements humains quand on est face à une découverte de squelette dans un cadre judiciaire. Dans l'histoire de la discipline qu'on est en train d'écrire, il y a évidemment une date que je veux retenir, qui est celle de 2019, puisqu'à la fin de cette année-là, on avait réussi à faire avec l'INRAP et le tribunal de Paris, donc une co-organisation entre Sabine Kéris, qui est doyen des juges du tribunal de Paris, et moi, on avait réussi à faire un colloque sur l'application des techniques de l'archéologie sur les scènes de crime. Et là, on a vu que c'était un acte important puisque ce colloque a marqué les esprits. On avait réussi à réunir des spécialistes français et étrangers. Et c'est toujours intéressant de s'appuyer sur l'étranger puisqu'ils sont plus en avance que nous. Et l'ensemble des intervenants avait montré l'importance d'avoir des gens spécialisés en archéologie sur les scènes de crime. Parmi les auditeurs, on avait à la fois des gendarmes, des policiers, des magistrats et des archéologues, et tout le monde convenait que, évidemment, c'était de façon évidente, c'est quelque chose qui allait se développer, et je crois que 2019 va être un tournant dans l'histoire de la discipline. L'archéologie dans les enquêtes, les attentes de la justice et le cadre légal. Extrait de l'intervention de Sabine Kéris, doyenne des juges d'instruction du tribunal de Paris, au colloque annuel de l'INRAP des 22 et 23 novembre 2019. Il suffit de visiter un musée archéologique et de voir ce que les archéologues ont pu identifier comme étant des restes humains pour s'apercevoir qu'il faut une compétence et une expérience particulières pour extraire ces petits morceaux de victimes de la Terre. Je pense que le champ des possibles est très important car beaucoup de personnes demeurent anormalement disparues et l'archéologue peut être très précieux pour les enquêtes et par conséquent pour la justice. Et vous parlez du coup de 2004 et puis des attentats du 11 septembre. Est-ce que c'est la première grosse affaire sur laquelle des archéologues forensiques ont été appelés ? Non, il y en a eu. Alors, des grosses affaires, il y en a eu bien avant. En fait, là, l'important pour les Américains, évidemment, c'était l'ampleur de la catastrophe qui a nécessité, en fait, d'appeler un certain nombre d'archéologues et d'anthropologues pour mettre en œuvre les moyens de tamisage et pour reconnaître des fragments osseux qui étaient souvent vraiment très petits. Donc là, c'est vraiment le déclic et c'est aussi là-dessus que nous, on s'appuie pour montrer qu'en France, il est assez important et urgent même de regrouper ce savoir-faire et puis de montrer que les archéologues peuvent être une force d'appui dans certains types de catastrophes si jamais on avait affaire à une catastrophe de masse. Et quelle est la première affaire française sur laquelle des archéologues ont été appelés ? Est-ce que vous l'avez en tête ? Alors, c'est une histoire qui reste à écrire en fait, c'est ça la difficulté. Alors, je dirais pas que c'est une affaire sur laquelle les archéologues sont intervenus, mais je vais citer l'affaire Émile Louis, parce que vous avez Maître Hermann, qui est très connu pour le travail qu'elle effectue avec Maître Seban sur les affaires non résolues, ce qu'on appelle les cold cases. En fait, elle est férue d'archéologie et elle regarde beaucoup ce qui se passe outre-Atlantique. Et dans l'affaire Émile Louis, sauf erreur, c'est elle qui avait demandé à ce qu'on fasse venir un géoradar, qui n'est pas proprement un outil de l'archéologie, mais qui est utilisé beaucoup par les archéologues. Est-ce que vous pouvez décrire ce qu'est un géoradar pour celles et ceux qui l'ignorent ? C'est un engin qui envoie un signal dans le sol et qui va envoyer une réponse en fonction de la nature du sol. Plus le sol est compact ou moins le sol est compact, le signal sera différent. Et du coup, en gros, on est en train de chercher là les signes d'un creusement qui a été effectué quelques années ou des milliers d'années auparavant. Donc, elle a fait intervenir ce géoradar-là, donc une méthode qui était vraiment propre, pas propre aux archéologues, mais beaucoup utilisée par les archéologues. Et par ailleurs, elle avait fait aussi intervenir la détection métallique pour retrouver des vestiges métalliques enfouis. Et il y a une date peut-être qu'on retiendra aussi, c'est un éditorial d'un professeur de médecine légale qui est très réputé, le professeur Bassino, qui en 2011 fait le point sur ce qu'est l'anthropologie appliquée aux affaires médico-légales. Et en fait, il dit bien dans cet édito que le rôle des médecins légistes n'est pas d'aller sur le terrain et que là, justement, il faut se tourner vers les gens qui savent, en l'occurrence des anthropologues et des archéologues. Donc, merci d'abord à vous, M. Georges et M. Ratier, de m'avoir invité, ainsi que l'INRAP. Extrait de l'intervention d'Éric Bassino, chef de service de médecine légale au CHU La Péronie à Montpellier, lors du même colloque annuel de l'INRAP les 22 et 23 novembre 2019. La médecine légale, c'est depuis 1985.
L'anthropologie médico-légale, c'est depuis 1987. L'archéologie médico-légale, c'est beaucoup plus récent. C'est vrai que j'avais écrit cet article en 2011 et l'équipe mobile, EMA, fonctionne depuis 2013-2014. Mon point de vue à l'heure actuelle, c'est que tout ce que nous sommes dans cette salle, magistrats, enquêteurs, anthropologues, médecins légistes et archéologues, nous devons collaborer. Dans les deux cas, nous avons collaboré avec l'INRAP. Il y a eu des bénéfices réciproques. Et vous, du coup, quand vous êtes appelé sur le terrain comme ça, quel est votre rôle concret ? À quel moment intervenez-vous ? Alors ça dépend de l'affaire, ça dépend ce qu'on recherche, ça dépend ce qu'on me demande de faire. Dans la plupart des cas, on est dans le cadre d'affaires où on recherche des corps depuis plusieurs années, où les moyens qui existent habituellement en gendarmerie, puisque c'est la seule force qui qui est apte en fait à faire des recherches de corps sur le territoire. Là où ces moyens sont en limite de leur capacité, et on commence à se tourner vers le savoir et les méthodes de l'archéologie pour rechercher le corps de victimes qu'on imagine être enfoui. Et donc moi, ce que je vous disais, c'était que effectivement, la plupart du temps, on m'appelle sur des affaires où on recherche des corps depuis plusieurs années. Mais j'ai aussi, par exemple, le cas de collègues qui peuvent intervenir assez rapidement quand, par exemple, le corps est retrouvé brûlé ou fragmenté ou dispersé, aux quatre vents, pas tout à fait, mais en tout cas sur un terrain. Et là, on demande un savoir technique de reconnaissance immédiate des ossements pour faire un prélèvement. Sur plan, en fait, juste appliquer les méthodes qu'on utilise couramment en archéologie, mais là dans un cadre judiciaire. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces méthodes, de ces techniques qui font de vous, du coup, une réelle plus-value sur le terrain dans le cadre de scènes de crime ? Alors moi, je vais d'abord vous parler de la recherche de corps, parce que ça, c'est vraiment la plus-value. Donc il y a un savoir qui est directement issu de l'archéologie préventive et de ce qu'on fait à l'Institut national de recherche archéologique préventive. C'est-à-dire que malgré tous les moyens qui existent, aussi bons soient-ils, que ce soit le géoradar dont je vous ai parlé, que ce soit des chiens de recherche de restes humains, in fine, le moyen le plus efficace et le plus sûr pour retrouver, c'est l'utilisation d'une pelle mécanique. Donc évidemment, il faut se sortir de la tête l'image de l'archéologue avec le petit outil de dentiste et le pinceau, qui est une étape dont on va parler après. Mais la première étape, elle est en fait celle d'un décapage avec un engin mécanique, donc une pelle hydraulique. Donc ces engins que vous voyez couramment sur les chantiers, si ce n'est que nous, on adapte le godet de telle sorte que quand on décape, quand on enlève la couche de terre superficielle, on puisse avoir une lecture du sol. Et si les gens ont fait un creusement, alors des creusements qui peuvent avoir été faits il y a des milliers d'années ou plus récemment dans le cadre d'une affaire judiciaire, quelques années auparavant, l'archéologue là va lire les traces et va être à même peut-être de proposer une lecture spécifique de cette anomalie, va fouiller et puis va montrer si c'est lié à la recherche de la personne disparue ou pas. Et la deuxième étape, évidemment, celle qui est vraiment la plus-value supplémentaire, c'est celle de la fouille de cette fosse. Quand on est sûr que la fosse est liée à l'enfouissement de cette victime, en fait, là, on va fouiller exactement comme on le ferait sur un chantier d'archéologie classique, et on va reconstruire les étapes du creusement de cette fosse, du dépôt du corps et du remblaiement de cette fosse. Donc on va remonter à rebours le temps, du plus récent au plus ancien, et on va mettre en évidence un certain nombre de détails que quelqu'un qui n'est pas habitué à la fouille archéologique pourrait pas mettre en évidence. Cette histoire de pelle mécanique, ça va vraiment à l'encontre de l'image qu'on a de l'archéologue minutieux sur le terrain. Avec cet engin, ne risquez-vous pas d'abîmer des traces potentielles qui permettraient de résoudre une énigme ? Alors justement non, parce que la façon dont on met en œuvre la pelle mécanique, avec un chauffeur qui est habitué à ce type d'engin, en fait ne détruit absolument rien. On enlève une couche superficielle, qu'on dit être la couche de terre végétale. En fait, il faut imaginer, c'est les 10, 20, 30 premiers centimètres de la couche dans laquelle vous avez les plantes qui s'installent. Et puis, on arrive sur le terrain géologique, là où, normalement, si vous n'avez aucune anomalie, vous êtes sûr que l'homme n'a fait aucun creusement. Donc, une fois qu'on a fait ce travail un peu de décapage du sol, vous dites que les archéologues font parler les trous, c'est-à-dire ? Alors ça, c'est vrai que c'est justement ce que les gens n'imaginent pas forcément. La plupart, en fait, des vestiges archéologiques que l'on retrouve, ce sont des vestiges qui ont été creusés.
C'est-à-dire, bon, évidemment, dans certains cas, vous pouvez avoir des murs, des choses comme ça. Mais la plupart, quand on dit, par exemple, qu'on trouve une maison du haut Moyen-Âge ou une maison gauloise, il ne faut pas du tout imaginer une maison avec des murs. On ne la retrouve pas du tout comme ça. En fait, on retrouve des trous de poteaux, des trous qui nous laissent croire qu'il y avait des poteaux. Et cet agencement de trous de poteaux, en fait, nous permet de reconstituer le plan de la maison. Et donc, pour le cas des affaires judiciaires, ce qu'on recherche, en fait, on recherche les traces d'un creusement. Alors, si c'est le cas d'une recherche de personne qui est victime d'un meurtre, eh ben, on va rechercher un creusement oblong, qui est à peu près la taille d'un individu, et on va le tester. On va essayer de faire parler ce trou, c'est-à-dire que on va le dégager, on va fouiller à l'intérieur, et on va essayer de mettre en évidence qu'à l'intérieur, il y a bien la victime qui est recherchée. Et est-ce que vous pourriez donner des exemples d'affaires où vos compétences d'archéologue ont permis de faire avancer l'enquête ? Je pense du coup à une affaire par exemple qui est la casse de la banque de Bessières près de Toulouse qui a été assez médiatisée. Les coulisses de ce que l'on a appelé le braquage du siècle en référence à Albert Spaggiari. 11 prévenus qui avaient de la suite dans les idées, c'est le moins qu'on puisse dire, quand ils ont entrepris de braquer le Crédit Agricole de Bessières près de Toulouse. C'était en 2014. Des professionnels, 11 hommes qui ont creusé pendant des mois un tunnel de 30 mètres de long, 60 cm de large, 80 cm de hauteur. Une véritable entreprise. Alors là, on ne parle pas forcément de recherche de corps, il s'agit d'un tunnel. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez travaillé sur cette affaire ? Alors ça, c'est une affaire assez intéressante. Alors vous connaissez la règle, on peut en parler parce que l'affaire a été jugée, les gens ont été retrouvés condamnés, donc on peut évoquer. Alors, je ne dis pas que mon travail a fait évoluer le dossier, mais en tout cas, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice. C'est-à-dire que c'est un vol de banque, je crois que c'était en 2014. Des cambrioleurs ont eu l'idée de creuser un tunnel, un peu comme dans la Casa del Papel, si vous voulez. Ils ont l'idée d'aller voler une banque. J'ai une question, professeur. Comment on s'évade ? Par un tunnel. Et donc, ils creusent un tunnel et un expert tunnelier avait fait une expertise sur la façon dont le tunnel avait été construit. Et il pensait qu'une section de ce tunnel n'avait pas été creusée sous terre, mais avait été creusée à partir de la surface. Et donc là, on a fait appel à moi pour déterminer si, effectivement, la partie correspondante du tunnel avait été effectivement creusée à partir de la surface. Et donc, c'est le même travail qui est effectué lorsqu'on recherche un corps, c'est-à-dire qu'on a utilisé des engins mécaniques, on a fait un décapage de surface pour voir si on avait les traces d'un creusement à partir de la surface, ce qui n'était pas le cas. Et vous avez aussi travaillé sur l'affaire Amandine Estrabot, qui est une jeune femme de 30 ans qui avait disparu dans le Tarn en 2013. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, je peux en parler un tout petit peu, c'est d'autant plus intéressant, je fais d'autant plus volontiers que ça montre bien que là, mon travail d'archéologue, il n'était pas du tout isolé. Alors, déjà, dans votre présentation, évidemment, c'était très gentil de dire que voilà, on est des sortes d'enquêteurs, etc. En fait, on intervient au sein souvent d'équipes pluridisciplinaires, sous la conduite d'un directeur d'enquête, et puis évidemment un magistrat qui est à la manœuvre, c'est lui qui donne les ordres. Là, c'était une affaire assez intéressante, puisqu'on avait affaire à une personne disparue depuis très longtemps, et pour lequel l'ensemble des moyens existants en France ont pu être mis en œuvre. Donc on peut les énumérer. Donc il y avait les chiens de la gendarmerie qui permettent de rechercher les restes humains. Donc ils travaillent sur l'odeur de décomposition des corps. On a pu mettre en œuvre aussi une unité spécialisée de l'armée de terre qui est compétente pour la détection métallique. Et puis vous avez aussi les compétences de l'archéologie, donc avec l'utilisation d'une pelle mécanique pour tester toutes les anomalies qu'on pouvait reconnaître. Qu'est-ce que ces recherches vous ont permis de découvrir ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors c'est difficile d'en parler parce que ça relèverait des détails aussi techniques. En tout cas, le savoir-faire de l'archéologue, il permet d'être sûr à 100% qu'à l'endroit où il creuse, la victime n'y est pas. Donc en fait, c'est le seul moyen, le travail de l'archéologue, de déterminer que l'absence de résultat est vraiment un résultat. Toutes les autres méthodes, vous êtes peut-être en limite de la méthode, parce que le sol ne répond pas favorablement au signal, parce que les conditions de sol ne laissent pas forcément passer l'odeur de putréfaction des corps. Or, si vous décapez le sol, puisque vous avez une lecture directe du sol, si vous n'avez aucune trace, vous êtes sûr que le corps n'y est pas. Et là, c'est une avancée pour l'enquête parce que ça permet de fermer des portes, comme disent les enquêteurs, et de passer à un autre terrain. Comme vous le dites, finalement, malgré l'apport quand même conséquent de l'archéologie dont vous parlez là, les archéologues restent parfois encore appelés en dernier recours sur des scènes de crime. Pourquoi ? Parce que votre apport, à ce moment-là, n'est pas encore suffisamment reconnu en France ? Alors, effectivement, l'apport n'est pas encore complètement reconnu, même si la gendarmerie, depuis quelques années,
intègre complètement cette idée de l'utilisation de l'archéologie à des fins judiciaires. Mais voilà, c'est une discipline qui est relativement jeune en France, qui se construit. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, je suis là devant vous, c'est-à-dire qu'on prêche en quelque sorte, et puis on travaille avec des magistrats à faire connaître ce savoir-faire. Alors, dès le début, l'intervention dès le début, elle n'est pas forcément nécessaire, si ce n'est quand on trouve la fosse avec le corps enfoui, puisque là, l'intervention de l'archéologue, elle est absolument indispensable pour mettre en évidence certains indices, la façon dont la fosse a été creusée. C'est important dans les faits sériels, par exemple, quand vous avez affaire à quelqu'un qui a tué plusieurs fois au cours de son existence, la gestion du corps de ses victimes rentre en fait dans la détermination d'un auteur potentiel identique. Si vous ne faites pas les observations adéquates lorsque vous fouillez cette fosse-là, est-ce qu'il a utilisé les mêmes outils? Est-ce que la façon dont il a creusé la fosse est identique aux fois d'avant, etc. Vous pouvez louper une partie de l'enquête à ce niveau-là. Plus le temps passe, plus les archéologues auront une légitimité à intervenir puisque ça se construit, mais aussi plus le temps passe dans une affaire, plus les archéologues vont être légitimes, puisqu'ils vont mettre en œuvre des moyens qui vont permettre de retrouver des corps, alors que les autres moyens existants seront en limite de leur capacité. Et justement, vous formez aussi maintenant des enquêteurs, des policiers, des gendarmes à vos techniques, à votre regard. Comment ça se passe? Comment vous êtes reçus par les forces de l'ordre? Alors, c'est vrai qu'au premier abord, c'est un peu bizarre d'imaginer un archéologue... le fossé paraît loin entre l'archéologue et la scène de crime. Après, quand on expose les méthodes, quand on expose la plus-value de l'archéologue, et surtout c'est aussi ses connaissances en termes de détermination de restes humains, évidemment, le discours passe très bien. Et souvent, c'est le bouche à oreille. C'est le fait d'être intervenu sur une affaire et de montrer ce dont on est capable. Et généralement... effectivement, l'idée de faire appel à des archéologues, après, reste dans l'esprit quand l'affaire le nécessite. Et vous travaillez aussi avec des médecins légistes, par exemple. Quelle est la complémentarité entre un archéologue et un médecin légiste? Alors, le travail avec les médecins légistes est absolument essentiel dans certaines affaires. Il y a un binôme, en fait, qui se crée. Alors, elle est à deux niveaux. Sur le terrain, les médecins légistes reconnaissent, en fait, que le travail de terrain n'est pas du tout un travail auquel eux ont été formés durant leurs études. Et par expérience, ils aiment bien être binomés avec un archéologue, anthropologue, quelqu'un qui a l'habitude de fouiller des fosses avec des squelettes à l'intérieur, puisqu'il a une certaine dextérité. Mais il n'y a pas seulement le côté technique, il y a aussi sa capacité, donc il y aurait la dextérité à fouiller, c'est-à-dire que nous, c'est notre lot quotidien de fouiller des fosses, mais il y a aussi cette capacité à enregistrer des éléments d'information qui échapperait complètement à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fouiller. Par exemple, les traces que peuvent laisser des outils sur les bords de la fosse, ou dans les fosses les plus profondes, quand vous creusez une fosse profonde, à un moment, vous êtes obligé de descendre dans la fosse pour pouvoir continuer à creuser, et donc sous le corps ou sous le squelette, vous pouvez dans certaines conditions avoir des indices de chaussures ou des choses qui ont été amenées dans la fosse par le meurtrier, en tout cas par celui qui a creusé la fosse. Alors, si vous voulez, le médecin légiste, lui, il a une compétence évidemment énorme en termes de conditions de putréfaction, de détermination de cause de la mort, des observations qui sont faites sur des corps en cours de décomposition que nous, on n'a pas, évidemment. Là, vous me parlez d'affaires assez dures quand même. On imagine que les médecins légistes et les policiers ont été préparés dans leur tête ou dans leur formation à être confrontés à ce type de violence. Vous, peut-être pas forcément, parce que vous attendiez un jour à travailler sur de telles scènes. Comment vous le vivez aujourd'hui? Non, alors moi, je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai que quand j'ai fait cette démarche-là, il y a... une dizaine d'années maintenant, on a quand même dans l'idée d'apporter notre concours à la justice. Donc c'était quelque chose un peu la prolongation d'un service public que nous on effectue en archéologie tous les jours. On met en œuvre nos compétences pour le bien public. Donc là évidemment dans le cadre de la justice ça a encore un peu plus de sens. Moi il s'avère que dans mon cas, quand je me trouve concentré sur la tâche que j'ai à faire, je pense pas tellement en fait à tout l'affect qui entoure les affaires, puisque malheureusement on parle de victimes. Alors je dis souvent, c'est ce que j'avais mis dans ma thèse, le fait que victime soit féminin, ça tombe plutôt pas mal, parce que la plupart du temps malheureusement on est dans le cadre de recherche de femmes qui ont été assassinées et sans doute enterrées, ou en tout cas qu'on a fait disparaître. J'ai pas de... Pour l'instant je le vis plutôt bien. En même temps je suis pas confronté à ça tous les jours, comme certains de mes collègues de la gendarmerie ou des médecins légistes que je connais.
Moi, c'est une activité quand même qui est relativement ponctuelle, même si elle a une part importante dans ma vie. Voilà, j'arrive à faire la part des choses. Et donc vous dites que là, ça commence à évoluer, on commence à appeler davantage d'archéologues sur des scènes de crime. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on verra des archéologues dans des séries policières comme Les Experts ou NCIS ? Malheureusement, j'ai pas la télé, donc je peux pas être sûr à 100%, mais il me semble bien déjà d'avoir vu, par exemple, dans Les Experts ou dans des séries américaines, on faisait appel à des anthropologues couramment pour appliquer les techniques de l'archéologie pour rechercher des corps. Aux États-Unis, c'est complètement intégré, cette idée. Donc, il n'est pas exclu que dans les séries françaises, à un moment, ça arrive. En tout cas, il est évident que, comme d'autres spécialités, il y aura plus d'archéologues dans les années qui viennent sur les scènes de crime. Alors après, heureusement, c'est quand même pas quelque chose de très très courant, parce que il y a beaucoup de meurtres qui sont sans dissimulation du corps, donc le corps est retrouvé tout de suite. Mais dans le cadre d'affaires où on recherche des corps, évidemment, au même titre que les autres spécialités, les archéologues interviendront de plus en plus. Ouais. C'était Rappelle-toi demain, un podcast coproduit par Binge Audio et l'INRAP. Merci à Patrice Georges d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez aimé cet épisode, vous adorerez les suivants. Abonnez-vous et laissez des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite!